Bonjour à tous et bienvenue pour mon bilan de lecture de février 2022. Je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram du même nom et de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment. Alors, toujours dans le cadre du Traveling Challenge, les thèmes, le pays c'était le Brésil, mais je vous spoil direct, j'ai lu aucun livre du Brésil, ça m'a pas du tout inspiré. Et après les autres thèmes, il fallait que ça soit un titre en un seul mot. Et je sais même plus quel était le deuxième. Ah oui, il fallait qu'il y ait deux lettres qui correspondent entre le titre et le nom de l'auteur. Peu importe. C'est surtout l'occasion en fait de sortir plus ou moins les livres de ma palle et pas forcément, je vais pas forcément me focuser que sur ça. Et si j'ai envie de lire un livre, je vais le lire. Mais c'est vrai que ça aide à sortir certains livres de la palle. Alors, le premier, il y en a plein que j'ai pas parce que ce mois-ci, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai lu plein de livres qui venaient de la bibliothèque. Du coup, j'ai dû les rendre et du coup, je ne peux pas vous les montrer. Mais le premier que j'ai lu, ça sera Miséricorde de Jussi Adler Olsen, qui est donc suédois, si je ne dis pas de bêtises, ou norvégien, je ne sais plus. Et alors, du coup, j'ai mon petit pense-bête. En gros, alors, c'est le premier du département V, qui est ensuite une saga. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment envie j'avais jamais découvert du département V et j'ai vraiment envie de lire les autres. Ça m'a beaucoup plu, tant au niveau de l'intrigue que des personnages. On va suivre en fait Karl Mork et Hafez El Elsad du département V, qui est un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Et en fait, ils vont prendre des vieux dossiers un peu dans le style des cold case, enfin des cold case d'ailleurs, et essayer de comprendre pourquoi. Alors à la base, la raison pour laquelle ils montent le département, c'est assez amusant et c'est assez drôle. C'est vraiment le héros, c'est un anti-héros, un peu complètement loser, qui a plus envie de rien faire, etc. Mais qui a quand même un très bon instinct et qui se dit bon allez, il faut que voilà, il se force en fait à aller chercher pour comprendre. Il aime bien comprendre. Et donc c'est ça qui le force un peu. Avec un assistant super zélé, donc qui est Hafez El Assad, qui est un peu timbré aussi. Donc franchement, l'équipe, elle est vraiment, c'est une équipe de bras cassés, mais qui est hyper intéressante. Et la victime, là, c'était Merete Lingard, qui en fait a disparu 5 ans avant et qui était une des valeurs montantes du Parlement, je crois que c'est norvégien, je ne veux pas dire, au Danemark, bon bah super, danois, au Parlement danois. Et sa disparition avait été très médiatisée, etc. On avait découvert et en fait tout le monde pense que elle a disparu lors d'un voyage en bateau, en ferry. Et tout le monde pense que c'est son frère qui est handicapé mental, enfin qui a eu suite à un accident, qui est l'auteur. Donc en fait vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa et vraiment hâte de voir la suite. Donc bonne découverte à confirmer pour les autres. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est Franck Parizeau, Play. Donc Play de Franck Parizeau, qui est qui est aussi un thriller. J'ai lu beaucoup de thrillers polar. Et donc en fait là, on va suivre un serial killer qui, alors pourquoi il veut pas, qui est à New York. Et chaque scène de crime, vont trouver des messages. En fait, la police va trouver des messages sur des clés USB qui leur sont destinés. Et en fait, c'est vraiment un jeu de pistes dans New York avec des nouvelles victimes. Et en fait, souvent, on voit en fait les vidéos dans les clés USB, ce sont souvent des vidéos des autres meurtres. Et donc, les meurtres sont très violents. C'est extrêmement, d'ailleurs, trigger warning, hein, c'est très très violent. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'enquête passionnante, le jeu de piste dans New York très sympa, les héros de l'histoire, c'est toute une équipe au FBI je crois, ou à la police de New York, je ne sais plus, police de New York, et j'ai trouvé ça vraiment super. Et donc, ah ouais, et alors le tueur ils l'ont surnommé le Cyclope, parce qu'il filme tout avec il a une sorte de caméra qui est frontale, et donc il filme tout, et donc c'est vraiment, vraiment violent. Mais gros coup de cœur. Le seul truc qui m'a un peu gâché, parce que j'allais vraiment pour un coup de cœur, c'est vraiment le style de thriller et de polar que j'aime beaucoup.
mais j'ai trouvé la fin décevante. Pas dans les résolutions, ça c'est allé, c'est dans les raisons, on va dire, hein, de pourquoi est-ce que le serial killer, bon on se doute, hein, c'est pas, ça serait trop facile si c'est juste un mec malade qui essaye de tuer des gens comme ça au hasard. Mais j'ai trouvé que ça m'a vraiment déçue parce que j'ai trouvé que c'était complètement tiré par les cheveux. Et je trouve que voilà. Mais je regrette pas parce que c'est vraiment sur les dernières quelques pages en fait, on va dire, qui m'ont un peu déçue, le pourquoi du comment. Mais le livre en soi était passionnant, donc aucun regret. Ensuite, j'ai relu, c'est une relecture d'une saga, d'un titre d'une saga que j'aime beaucoup, qui est Post-Mortem de Patricia Cornwell. Alors, c'est la première enquête de Kay Scarpetta qui, comme vous vous en souvenez ou vous le savez certainement, est médecin légiste et elle est même chef comment ça s'appelle, chef de l'Institut médico-légal ou quelque chose comme ça, de Richmond, en Virginie. Donc, et là, il y a 4 femmes ont été torturées, violées, égorgées. Une femme noire, 3 blanches. Rien, pas le moindre indice ne les relie entre elles. Si ce n'est précisément l'assassin. Alors, ce livre, je crois qu'il date des années 90, me semble-t-il. Donc, en fait, je me demandais, et j'avais tout lu, toute la saga quasiment, où à la fin, je commence à m'arrêter un peu parce que je trouvais que ça partait en cacahuète. Et je pense qu'on est pas mal de fans à trouver la même chose. Mais par contre, j'ai toujours été très très fan de cette saga-là. Et en la relisant, j'avais un peu peur justement de me dire, bon, de voir que ça avait vieilli et que j'aimais plus autant. Alors ça vieillit parce que là, c'est amusant de voir que l'ordinateur, c'est extrêmement rare d'avoir un ordinateur chez soi, que même, il n'y a pas d'internet, hein, tout simplement. Donc c'est assez... il n'y a pas de téléphone portable, il y a plein de choses. Donc en fait, il y a plein de revers et de rebonds dans l'intrigue qui, à l'heure actuelle, n'auraient pas lieu d'exister parce que grâce à un portable, grâce à Internet, on aurait tout ça directement. Mais j'ai trouvé qu'à part ça, donc ça vieillit, mais si on en fait abstraction, même sans en faire abstraction, l'enquête était vraiment très intéressante et vraiment, voilà. Si vous ne connaissez pas Kay Scarpetta, alors si vous la connaissez pas, commencez en ayant ça en tête, que ça a été écrit dans les années 90, à l'époque où Internet n'existait pas et où il n'y avait pas de portable et c'est très rare d'avoir un ordinateur. Par contre, j'ai trouvé l'enquête super et vraiment géniale et ça m'a pas déçue du tout. Donc, je pense que j'en relirai un peut-être de temps en temps aussi. C'est vraiment, ça m'a vraiment plu. Ensuite, alors aussi nouvelle découverte, Rituel de Ellison Cooper. Alors, je connaissais pas du tout, je sais pas ce qui m'a pris de le prendre à la bibliothèque et je regrette pas du tout parce que là aussi, très très bon polar, thriller. D'ailleurs, je sais pourquoi je l'ai pris, c'est qu'il y avait marqué « Vous avez aimé le Silence des Agneaux, vous allez adorer Rituel ». Et j'adore le Silence des Agneaux, c'est vraiment... voilà, donc j'avais vraiment envie de le lire. Alors, pour l'histoire, c'est spécialiste des neurosciences, Sayer Altair étudie pour l'FBI les profils psychologiques des tueurs en série. Je crois qu'elle est fait de la neuroscience. Déroutée par une scène de crime très particulière, sa hiérarchie fait appel à elle. On vient de trouver dans une maison abandonnée de Washington le corps d'une jeune fille à qui on a injecté une drogue hallucinogène utilisée par les chamans d'Amazonie durant les cérémonies rituelles. Lorsque l'on découvre d'étranges symboles mayas sur les lieux, l'enquête se dirige vers un tueur aussi passionnant qu'insaisissable. J'ai trouvé ça top. C'est vraiment, en fait, on va suivre une équipe d'enquêteurs du FBI, donc qui sont à Quantico, avec leur laboratoire, etc. Et on va essayer de comprendre quel est le pourquoi derrière chaque meurtre et on va suivre, essayer de comprendre pourquoi en fait. Voilà. Je peux rien dire sans dévaluer l'intrigue. Sachez que là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Sayer, les rouilles. Alors, je sais pas que j'ai pas beaucoup aimé. Je trouve qu'elle était un peu. Non, justement, c'est l'inverse. J'ai beaucoup aimé l'enquête. J'ai trouvé qu'elle m'a un peu gonflée par certains moments. Mais bon, ça passe et voilà. Mais
parce qu'elle est un peu traumatisée, elle a perdu son mari, etc. On sent qu'il va y avoir d'ailleurs quelque chose parce que il va y avoir une suite certainement parce qu'il y a certains éléments liés à son mari qui ne sont pas résolus plus tard. Enfin à la fin du livre. Mais vraiment plutôt un bon polar. J'ai eu vraiment de la chance sur mes découvertes fortuites à la bibliothèque ce mois-ci parce que vraiment des très très bons polars. Alors, on change totalement de livre. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai sorti ce livre, mais ça va voir, c'est pas dans mes lectures habituelles. Hop, c'est Obsidienne de Jennifer Almondroot, donc le premier tome de la saga Luxe, qui est une saga de young adult, voilà. Dont est très très fan la Gazette de Marion, donc une Instagrammeuse, une bookstagrammeuse que je connais et que je suis sur Insta, puisqu'on fait partie de la même équipe dans le Traveling Challenge. Et donc, on va suivre, c'est un young adulte, hein, donc on va suivre en fait, je sais même plus comment elle s'appelle. L'héroïne est super, l'héroïne m'a beaucoup plu. Donc l'héroïne c'est Cathy. Donc Cathy déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale, elle vient de Floride. Elle attend à tout sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception, Damon Black a beau être canon et avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et arrogant. Lorsque Kat se rend compte que tout le monde semble fuir la famille Black, elle voit d'un autre œil à la froide suffisance de Damon. Donc on voit très bien, c'est un peu la Twilight, dans le sens où il y a une petite jeune qui arrive en ville, qui se rend compte que lui, il est trop beau, il est trop truc, mais bon, il est un peu froid, pas accueillant, même c'est-à-dire carrément un connard au début. Même à la fin, ça c'est un connard. Et du coup, il va se nouer une intrigue. Alors, c'est du young adulte, pour moi, c'est de la... pas de la fantasy, mais c'est du young adulte, parce que c'est dans le monde actuel. Mais... j'avais besoin d'un truc léger à ce moment-là. J'ai beaucoup de boulot en ce moment et du coup j'avais vraiment besoin d'un truc léger. Après en plus vous avez vu j'ai un peu enchaîné les polars, donc une petite histoire d'amour légère et machin. Ça c'est pas tout à fait ça au final, mais c'est ce dont j'avais envie à ce moment-là. Et donc ça a fait le job. C'était plutôt plaisant. J'ai bien aimé la description des relations entre Damon et Cathy, de comment ça se passe. Après, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, après, c'est pas censé être crédible, hein, donc voilà. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Est-ce que je lirai la suite? Non, je crois pas. Je crois pas que je lirai la suite. J'ai envie de savoir un peu, mais en fait, ce qui m'a intéressée, c'est plus justement la relation entre Damon et Cathy. Et c'est pas ça le nœud de l'histoire. Alors, il y a des grands filigranes, mais c'est pas ça le plus important dans l'histoire. Et tout le reste autour, ça m'a un peu gonflé. J'en avais rien à faire en fait du grand secret des Blacks. Ça m'a un peu. Voilà. Donc voilà. Donc on va rester là. Mais si vous aimez le young adult un peu de style Twilight. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont dit que c'était une relation un peu abusive et tout. Alors je pense que c'est plutôt Damon vis-à-vis de sa sœur. Je l'ai pas perçu comme ça, pour être honnête. Oui, c'est un connard. Maintenant, est-ce que je l'ai pas perçu comme ça? Mais après, je suis pas du tout expert dans le sujet, donc je ne sais pas. Donc voilà, trigger peut-être warning pour les relations abusives. Voilà. Le dernier que je présente du coup que j'ai pris à la bibliothèque, c'est Vindicta de Cédric Cyr, qui est c'est un auteur de polar, de thriller toulousain que je n'avais... Alors ça fait des années que j'entends parler, mais je n'avais jamais découvert, j'avais jamais rien lu de lui. Et au final, j'ai commencé avec celui-ci, qui rentrait bien dans mes critères du Traveling Challenge. Et plutôt bonne surprise, c'est vraiment hyper addictif. Je l'ai lu assez rapidement, même malgré c'était un gros pavé. Alors,
J'étais un peu au début, je savais pas si j'allais aimer parce que ça commence avec un braquage. Et en fait, les histoires de braquage, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, du tout, du tout. À la télé, tu auras un film, oui. Mais un livre, mais alors je m'en fous complètement, c'est pas du tout mon truc. Mais heureusement, on part très loin du braquage très rapidement, c'est pas du tout le centre de l'histoire, donc je suis contente d'avoir quand même lu ce livre. Euh, En gros, tu as 4 jeunes, Damien, Ellie, Audrey et Driss, qui vont faire un petit plan sans risque. Ils vont faire un braquage d'un bijoutier. Et en fait, ils se disent c'est super parce que c'est le plan parfait, parce qu'il ne peut pas porter plainte, parce que c'est un peu illégal ce qu'il a fait derrière, donc il ne pourra pas porter plainte. Donc, plan parfait. Et en parallèle de ça, donc on va suivre ces 4 jeunes, et en parallèle de ça, il y a un flic en chute libre, ce que je vois dans le truc. Donc fraîchement muté dans un groupe de surveillance, Olivier est loin d'imaginer que la planque qu'on lui a signée fera de lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier, blablabla. En gros, c'est un flic qui a fait des conneries, qui est un peu pourri, et on l'a mis dans une sorte de placard qui est la surveillance. Et il se trouve que ceux qu'il doit surveiller, c'est pas le bijoutier, mais c'est quelqu'un qui vient faire une affaire avec le bijoutier, donc il est là quand le braquage en fait se fait. Sauf que toute son équipe est pourrie et qu'en gros, on lui dit de rien faire. Bon, peu importe. Et en fait, c'est lui donc qui est très bon, qui a un instinct de policier, mais qui a quand même un peu franchi la ligne rouge. Et du coup, c'est un peu comment est-ce que lui va gérer. C'est assez classique. Ça, j'avoue que j'en ai un peu marre, mais pas autant que vous allez voir que d'autres. J'en ai un peu marre de lire ah là là, le flic est bon, mais tout le monde est contre lui, personne l'écoute. Voilà, ça me saoule un peu, j'avoue. C'est ça que j'ai d'ailleurs bien aimé dans le précédent, dans Rituel de Ellison. C'est pas ce style-là, et je trouve que ça a changé des classiques. Et même pareil pour Play, les deux, ça changeait un peu des classiques. Enfin, Play un peu moins, mais Rituel, ouais. Et de ce genre de plot où il y a un flic qui a fait une connerie, donc on l'a mis au placard, mais en fait, il va résoudre une super affaire, il était très bon, tout le monde le savait, bon, mais je trouve que ça restait très agréable à lire et c'était quand même une très bonne lecture. Donc là, pour le coup, ça changeait, même si ce plot-là, c'était classique, ça changeait un peu parce que le tueur changeait un peu, le style du tueur changeait un peu. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en parallèle, on va suivre un groupe de militaires ultra entraînés qui sont presque qui sont un peu un groupe d'élite mais de meurtriers qui font des trucs, et on voit en parallèle des années auparavant ce groupe et donc on comprend vite d'ailleurs que le meurtrier est issu de ce groupe, mais on ne sait pas pourquoi, comment, qui c'est, et voilà. Donc ça c'est assez intéressant. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, maintenant je vais passer au vrai livre. Alors, tout autre style, un roman contemporain qui s'appelle Scarlett de François-Guillaume Laurin aux éditions Flammarion. Alors Scarlett, je pense qu'on comprend bien de quoi ça va parler. Ça va être l'histoire de comment le film Autant emporte le vent, dont l'héroïne est Scarlett O'Hara, jugée par Viviane Leigh, va être tourné. En fait, c'est comment la jeunesse de tout le film. Depuis les achats des droits du livre jusqu'au casting, jusqu'à tout. D'ailleurs, le casting, et ça c'était assez connu, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont quasiment commencé à tourner sans avoir trouvé encore Scarlett O'Hara. Toutes les actrices de l'époque ont voulu jouer Scarlett O'Hara. Ça a été parce que le livre était déjà un gros succès. Et donc voilà. C'était passionnant. Alors je pense que moi j'ai été passionnée parce que j'adore Scarlett, j'adore Autant n'importe le vent. C'est un de mes films d'enfance. Est-ce que si je voyais maintenant j'aimerais autant? Je ne sais pas, mais c'est un de mes films d'enfance où on se rendait pas compte qu'il y a quand même des choses qui sont problématiques dans le film, malheureusement. Mais je l'ai regardé des heures, je sais pas combien, un nombre incroyable de fois, sachant qu'il fait 4 heures, hein, c'est quand même un long film. Et je suis super fan. Du coup, j'étais déjà visée, je savais que j'adorais ce livre et j'ai adoré ce livre parce que c'est extrêmement intéressant de voir comment tout a été monté, quelles ont été les problématiques. D'ailleurs,
on suit beaucoup, le personnage principal c'est David Selznick qui est le producteur mégalomane totalement. Et du coup, et c'était intéressant parce on discute aussi de l'âge d'or des studios hollywoodiens, donc quand les acteurs appartenaient à des majors et comment ils se les prêtaient les uns les autres. Et voilà, on suit aussi Hattie McDaniel, qui est donc Mama dans l'histoire, qui est donc l'esclave de la famille O'Hara et qui doit accepter à la communauté noire qu'elle préfère jouer le rôle d'une domestique plutôt que d'en être une. Et donc c'était un peu, il y a toute cette partie-là aussi qui est un peu abordée. C'est pas non plus fouillé trop, mais c'est un peu abordé. Et franchement, j'ai adoré. Si pour les fans de Autant n'importe le vent. Ensuite, je me dis, je sais pas, je garde. Bon, allez. Donc tout cela pour l'instant, j'ai tout aimé. Et là, je vais passer à 2 livres que j'ai pas trop aimé. Alors, Solitude de Nico Takian. Alors, j'ai hésité parce que j'avais déjà lu un Nico Takian, je sais même plus comment il s'appelait, et j'avais détesté, j'avais pas du tout aimé. Je me suis dit, allez, donne une chance, c'est peut-être pas la même truc. Et c'est exactement pareil, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas fait pour moi. Ce sont des... Alors, il est très court, donc je me suis dit, j'ai continué, mais j'ai failli l'arrêter un nombre incalculable de fois. Il y a une scène au milieu, d'ailleurs, on voit, j'ai mis des petits trucs. Il y a une scène au milieu qui m'a plu, qui a relancé un peu ma lecture, mais après, je me suis dit... Non, en fait, je me suis fait vraiment chier du début à la fin. À part cette scène au milieu là. Alors, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ce sont des polars dans la nature. Et alors, je me rappelle, je sais plus le nom du précédent, mais pareil, c'était Avalanche Hotel. C'était Avalanche Hotel, je crois. Et en fait, c'était un mec qui était perdu aussi dans la neige et tout. Là, pareil, il fait neige, froid. Dans le Vercors, ça se passe cette fois. Et en fait, c'est toujours... Il y a une description de la nature qui est... mais très très longue et c'est pas mon truc enfin du tout. Moi voilà, les 2 qui se passent au plein centre de New York, j'ai adoré. Là au plein centre de Vercors, là dans la forêt où il faut des heures pour aller faire 2 points, on peut pas y aller en voiture parce qu'il y a une tempête de neige, blablabla. Ça me saoule. J'aime bien qu'il y ait la civilisation autour d'une tempête de neige, ça peut marcher, mais là ils sont vraiment perdus au milieu de nulle part. Alors, le plot, c'est Ellie Martins, je sais pas comment on dit, garde nature dans le massif du Vercors. Il y a 12 ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en 2 pas, blablabla. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le massif, des traces étranges mènent Ellie jusqu'à l'arbre taillé. Un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue et pendue, et on peut la voir là, mais c'est dans le truc, à de ses branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Ellie. Alors, c'est pas du tout le personnage principal, Ellie. Le personnage principal, c'est une femme flic. Je sais même plus comment elle s'appelle. Pour vous dire à quel point je l'ai aimée. Je sais même plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Nina? Ouais, peut-être c'est ça. Ça doit être ça, Nina. Ouais, Nina. Donc Nina qui vient d'être fraîchement mutée à Grenoble après avoir été, je crois, à la PJ de Paris. Parce qu'il y a eu un drame qui est survenu, sachant que quand on apprend le drame, on se dit mais... Bon, si vous l'avez lu, vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou mettre un commentaire, mais franchement, je comprends pas. Enfin bon, je comprends pas à quoi ça l'a... Alors, c'est pas ça, je comprends pas en quoi elle a une culpabilité vis-à-vis de ce drame, ça je comprends pas bien. Enfin bon, donc tout ça pour dire qu'elle est partie, elle a fui, et c'est ça, j'en peux plus de ces femmes flics qui ont une culpabilité qui n'est pas du tout une culpabilité, elles n'ont pas du tout coupable de rien du tout, qui sont, et qui du coup, comment on va dire, alors, j'arrive pas à trouver les mots, elles vont, pour aller à l'encontre de leur malaise, etc. Elles se lancent à corps perdu dans le boulot de manière totalement conne et elles se mettent en danger tout le temps. Elles sont tout le temps, autant elle est tout le temps toute seule, partout toute seule, dans le main de neige, comme ça si on peut se faire agresser et tuer, c'est encore mieux. Tout le temps, donc peu importe. Et puis elles recommencent à chaque fois, c'est pas grave. Et également, elles vont dans les bars, choper le moindre mec, coucher à droite à gauche comme des trucs, pour se rappeler qu'elles sont vivantes.
Et bien sûr, elles vont tomber sur le gentil gars qui tombe amoureux d'elle et qui les sauve, voilà. Franchement, c'est le truc le plus anti-féministe du monde, quoi. Mais vraiment, j'en peux plus. Et du coup, c'est... Ah ouais, je supporte plus ces héroïnes. Et je pense que donc, j'ai vraiment détesté ce roman, en fait. C'est dommage parce que l'intrigue, le fond, est top. Et je trouve que ce que j'ai pas aimé, c'est le côté nature, le côté de l'héroïne... euh, que je trouve, moi, que j'ai pas supporté, et qui est en plus vu et revu. Et par contre, je trouve que la raison, même si c'est les raisons des crimes étaient bien faites, le tueur, je trouve que c'était un bon plot et tout ça. Donc ça, c'est bien. Enfin, j'ai aimé. Je peux pas dire c'est bien, c'est mal, c'est j'ai aimé. Par contre, tout le reste, j'ai pas aimé. Et donc vraiment, alors le problème, c'est que j'en ai un troisième que j'ai déjà acheté d'il y a un moment, de Nico Takian. Et je me dis, bon, on verra si je le lis. Parce que j'aime vraiment. Deuxième que je n'ai pas aimé. Alors c'est plus difficile parce que vous avez vu, j'ai plein de post-it. Parce que donc c'est Non de Constance Debré. C'est son troisième roman après Playboy et Love Me Tender. J'avais lu Playboy, j'ai Love Me Tender mais que j'ai pas encore lu. J'avais bien aimé Playboy, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En gros, dans Playboy, elle faisait un rejet du mariage et de qui elle était, etc. Je sais que Love Me Tender, c'est à propos de son fils. Et là, non, comme on indique, c'est à propos de, en gros, sa famille, de son nom. Et c'est plus, en gros, un rejet de la société et de la société avec la famille et l'important de la famille. D'ailleurs, à la fin, on peut lire j'ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Je suis pour la suppression de l'autorité parentale. Je suis pour l'abolition du mariage. Je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Je suis pour l'abolition de la filiation. Je suis pour l'abolition du nom de famille. Je suis contre la tutelle, la minorité. Je suis contre le patrimoine. Je suis contre le domicile, la nationalité. Je suis pour la suppression de l'état civil. Je suis pour la suppression de... Pardon. Je suis pour la suppression de la famille. Je suis pour la suppression de l'enfance aussi, si on peut. Alors, je trouve qu'elle écrit extrêmement bien, comme on peut le voir par mes petits post-it. C'est vraiment... son écriture est magnifique. Par contre, le sujet et son point de vue est... Pour moi, en tout cas, ça n'est bien sûr, comme tout, un avis purement personnel. Je suis... c'est un Vernon Subutex, on va dire. Ça m'a fait vraiment passer un Vernon Subutex, mais qui n'est pas sympathique et qui est arrogant, qui pense qu'il sait mieux que tout le monde. En fait, c'est ça. Je trouve qu'elle a une position, elle nous explique la vie. Parce que comme nous, on est des cons dans la société à suivre les règles, alors que elle a tout compris et c'est nous qui sommes des gros nazes. Voilà, enfin c'est comme ça que je me suis dit en lisant ces livres. Et je trouve que c'est tellement dommage d'écrire aussi bien, avec un propos si noir. Et puis c'était vraiment arrogant, quoi. Arrogance, mais vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, c'est ça. En fait, elle est contre tout. Elle vit avec son sac à dos, elle part à droite, à gauche. Je pense qu'elle a la chance de dire elle a de l'argent, donc en fait, en fait, elle a de l'argent, mais elle a tout. Elle est plus intéressée par les trucs, par elle veut plus avoir d'appartement, elle veut plus avoir de choses à elle, donc elle vit dans un sac à dos. Et je sais pas, je trouve que... Mais elle écrit tellement bien, c'est beau, hein, les livres. Mais elle est tellement en colère, c'est ça. Elle est tellement en colère, on dirait qu'elle fait une crise d'adolescence à la quarantaine. Ça fait un peu ça. Elle est en colère, elle rejette tout, la société. Et en fait, elle est... Voilà, par exemple, elle dit... Oui, c'est contre l'obscénité de la vie lamentable que je vis, comme je vis et que j'écris. C'est vivre autrement qui me ferait vomir, qui me ferait, on se serait m'habiller comme s'habillent la plupart des gens. Lire les livres lamentables que les gens lisent. Elle peut pas lire les livres que les gens lisent, les livres lamentables que les gens lisent. Ça fait porter un jugement de valeur sur ce que font les autres. C'est mon petit aparté. Vivre comme ils vivent, aller chez le psy pour supporter tout ça, se bourrer la gueule pour supporter tout ça, acheter des choses pour supporter tout ça, ne pas le supporter, mais le supporter quand même, qui me rendrait dingue. En fait, c'était ça. Je trouve que
la phrase est trop beau, mais en fait, ça fait un peu, moi j'ai tout compris, vous êtes des gros nazes et vous vivez votre vie de merde, et c'est votre problème, moi j'ai tout compris. Et du coup, voilà. Par contre, la langue est magnifique. Je suis hyper embêtée parce que c'est vraiment un livre que j'ai aimé et détesté. En fait, j'ai vraiment aimé. Moi qui d'habitude aime l'histoire et pas forcément la manière d'écrire, là c'est l'inverse. Je trouve que l'histoire est horrible, sachant que c'est pas une histoire, hein, c'est ses propres réflexions basées sur sa vie et voilà. Et je trouve que c'est d'une arrogance et que j'aime pas. Vraiment, ça m'a posé un gros souci. Ce que j'avais pas ressenti dans le précédent. Alors, maintenant, je pense mes deux préférés. Ouais, ça doit être mes deux préférés du mois. Donc, encore plus de post-it. Connemara de Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, il est connu notamment parce qu'il a eu le Goncourt avec leurs enfants après eux. Et c'est un écrivain qui situe, si j'ai bien compris, la majorité de ses livres dans les Vosges, dans le nord, vers pas loin de Nancy, d'où il est originaire par là. Il est né en 78 et ça se sent parce que vraiment, moi je me suis sentie, j'ai l'impression qu'il parlait de moi, que c'était vraiment, voilà, je me suis tellement reconnue dans ses propos que c'en est effrayant. Alors, on va suivre Hélène qui a bientôt 40 ans, elle est née dans une petite ville de l'Est de la France, elle a fait de belles études, une carrière, 2 filles et vit dans une maison d'architecte sur les terres de Nancy. Elle était à Paris, elle est revenue dans la région. Elle a réalisé le programme des magazines Le rêve de son adolescence, se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Ouf. Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine, il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau, il a fait sa vie petit à petit, privilégiant les copains, la teuf, remettant le demande les grands efforts, la grande décision, l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à ses 16 ans, et vit avec son père, son fils, une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Alors, Connemara, c'est cette histoire des contes qu'on règle avec le passé et du travail aujourd'hui entre PowerPoint et Open Space. Alors, c'est ça que je rigole parce que c'était tellement vrai. Moi qui travaillais dans une grosse boîte, j'avais tellement l'impression de revoir... En fait, toutes les notions, les choses qu'ils ont présentées, quand fait, c'est tellement véridique et réaliste que j'en ai rigolé, mais beaucoup, j'ai vraiment beaucoup ri à cause de ça, parce que c'est une vraie description de travailler pour une là, dans son cas, elle travaille pour un cabinet de conseil, ce qui n'est pas mon cas, mais c'était vraiment, vraiment ça, c'était vraiment marrant. Après, j'ai trouvé ça m'a rendu très triste de le lire aussi. Parce que, mais je pense que c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine et on ne peut pas comprendre avant de le vivre un peu ce que ce que j'ai vécu plus ou moins, je pense, ces dernières années. En fait, on se pose plein de questions qu'on ne se posait pas avant. On regarde en disant, on a l'impression que si on ne change pas les choses maintenant, ça sera trop tard après pour les rechanger. Et voilà. Et je trouve que ça m'a profondément parlé. Alors que je n'ai jamais été dans les Vosges, que je ne connais pas, je suis ni mariée avec des enfants comme c'est le cas pour les deux protagonistes, mais c'était leurs réflexions et leurs fêlures et leurs peurs sont tellement vraies et réalistes que c'en était vraiment troublant. Donc vraiment, moi c'était, pour tous les gens de ma génération, je pense que c'est pour moi c'est le livre qui représente le plus... ma façon de penser maintenant à l'heure actuelle tout de suite quoi. Et du coup c'est très troublant, j'ai du mal à en parler parce que c'était vraiment troublant et c'était vraiment difficile à lire pour moi, mais magnifique et vraiment du coup ça m'a vraiment donné envie de lire Leurs enfants après eux que j'ai d'ailleurs acheté il y a quelques années que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vous le conseille, Connemara de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Alors le dernier, pareil, une autre relecture, Persépolis de Marjane Satrapi, donc ça c'est l'intégrale. Je pense que tout le monde le connaît. Moi je l'ai lu, il y a aussi un film qui a été fait par Marjane Satrapi qui est magnifique. Et elle raconte en fait son histoire
en Iran. Son enfance en Iran, donc son enfance jusqu'à ses, je pense, 25 ans, quelque chose comme ça. Où ensuite elle est partie en Autriche, et sa vie de lycéenne en Autriche et son retour en Iran, etc. Donc elle raconte l'arrivée des talibans, la chute du régime du Shah, etc. etc. Et c'est quelqu'un de très engagé en même temps. Et du coup, c'était vraiment, c'est toujours une émotion brute et magnifique. Donc je vous le conseille fortement si vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment... voilà. Et puis les planches, je trouve que moi j'aime beaucoup ce graphisme. Il n'y a pas de couleur, tout est en noir et blanc, mais il y a des relations entre les personnages magnifiques. Et c'est vraiment... non, très belle histoire. Et voilà, donc seulement 11 romans en février, mais plutôt du très bon avec deux déceptions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Bonne journée!